What was first just a dream has become a frightening reality for those who may oppose us. Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue dans cette critique de la série Star Wars Ahsoka. Cette série est une étape supplémentaire dans le récit initié par The Mandalorian, et chronologiquement, on se situe après la saison 3 de The Mandalorian, en l'an 9 après la bataille de Yavin, et donc 4 ans après la fin de l'Empire. Cela confirme vraiment que l'Empire, en réalité, n'est jamais mort, et qu'il vivait encore parmi les anciens gouverneurs et sympathisants. Mais surtout que la Nouvelle République, au final, ne va pas de soi, bien au contraire. Sans surprise, la série prend directement la suite du narratif de la saison 3 de The Mandalorian, qui montrait que le retour de l'Empire était imminent, et surtout que la clé de voûte de la restauration impériale est le grand amiral Thrawn. Du coup, sans surprise, la série Ahsoka tourne autour de ce retour, et c'est sûrement une de ses principales faiblesses d'ailleurs, et le terme « tourne autour » est vraiment adéquat dans cette situation. Et oui, c'est pas pour rien que je préfère attendre la fin de la série pour exprimer un avis, parce que l'on pouvait se hyper à chaque fin d'épisode, et malheureusement, la série ne raconte pas grand chose en réalité, et les personnages manquent de profondeur. Alors heureusement que la majorité des personnages sont connus depuis Clone Wars et Rebels, parce que sinon, mon dieu, hein. Après il y a des exceptions, hein, comme Morgan et surtout Thrawn, qui à mon sens, est génial avec une évolution très intéressante. Bon, pour résumer, Ahsoka part à la recherche du grand amiral Thrawn afin de l'empêcher de revenir. Elle trouve une carte qui permet de trouver ce chemin intergalactique menant jusqu'à lui. En parallèle, Morgan, qui a été emprisonné, se fait libérer par deux Jedi déchus, on va dire, Baylan Skoll et Shinati, qui eux veulent ramener Thrawn pour ramener l'Empire dans la galaxie. Ahsoka a pris sous son aile Sabine afin de l'entraîner aux arts Jedi. Ouais bon, on en reparlera de ça, parce que... On en reparlera. La Nouvelle République est corrompue, et déjà politicienne, montrant qu'elle ne pouvait pas durer, et surtout qu'elle n'a pas appris de ses erreurs. Parce que c'est pour ça que la République est tombée de base. Et elle, ça commence déjà. Alors après s'être volé la sphère, Ahsoka, Sabine et Huyang tentent de récupérer la sphère avant le grand départ vers Thrawn. Bon, évidemment c'est un échec, sinon il n'y aura pas de série. Morgan, Baylan et Shin rejoignent Thrawn grâce à Sabine, qui voulait profondément retrouver Ezra. Ahsoka termine sa formation avec Anakin au travers de la Force, Ezra est retrouvé, Thrawn revient, et fin. Avec un détail sur Baylan quand même qui m'a beaucoup intéressé. Vous remarquerez que je n'ai pas parlé des races Syndulla, et on en reparlera de ça aussi. Mais ce n'est pas négatif, Bon, déjà les personnages. Le casting, selon moi, est imparfait sans faute. Tous les personnages sont très bien joués, cohérents. On retrouve ce que l'on a connu dans Clone Wars et Rebels. Natasha Liu Bordizzo qui joue Sabine est, je pense, la plus impressionnante, tellement elle ressemble physiquement au personnage et comment elle la joue à la perfection. Ahsoka est toujours aussi incroyable. Eman Esfandi qui joue Ezra a su parfaitement retranscrire ce qu'est Ezra dans son humour, sa gentillesse. Lars Mikkelsen que j'adore depuis longtemps, tout comme son frère Mads d'ailleurs, et qui est la voix originale de Thrawn dans Rebels, a très bien joué le grand amiral. Bien que le petit ventre quand même, je pense qu'un peu de sport avant la série aurait pas fait de mal. Mais Lars a su apporter les conséquences de cet exil au personnage. Ray Stevenson, vraiment excellent. Ivana Sanko qui joue Shinati et qui a su envoûter beaucoup de monde avec son regard quand on voit les réactions. Geneviève O'Reilly qui joue Mon Mothma dans Andor et Rogue One, est vraiment l'actrice parfaite pour ce rôle, je trouve. Elle sait tellement bien mélanger cette douceur et ce caractère qui est propre à Mon Mothma. Bon, je vais pas tous les faire, mais franchement le casting est pour moi un sans faute. Rien n'est surjoué, tout a l'air naturel et d'une cohérence. Donc déjà pour moi c'est un gros point fort de la série. On est loin du casting de la postlogie et de la série Obi-Wan qui était honteux, si ce n'est pire. Donc dans la série, Ahsoka n'a que deux quêtes. Éviter le retour de Thrawn et transmettre ce qu'elle sait à Sabine. Elles se sont brouillées un moment, et ce qui avait mis fin à l'apprentissage de Sabine, déjà laborieux. Mais au final, elles se retrouvent grâce à Huyang, qui sert souvent de médiateur. Mais ce conflit entre les deux femmes permet de ressortir un élément important de la vie d'Ahsoka. Et oui, elle n'a jamais fini sa formation, elle non plus. Et surtout, comme on le voit plus tard, lorsqu'elle rejoint le monde entre les mondes, elle n'a été formée que pour la guerre.
Sa relation avec Sabine est un prétexte pour elle afin de parvenir à terminer sa formation. Et franchement, c'est un des moments les plus cool de la série, hein. Le passage d'Ahsoka dans le monde entre les mondes après sa défaite face à Baylan est hyper important. Elle retrouve son maître qui lui a fait revivre les grandes étapes de sa vie, et qui lui offre un dernier combat d'apprentissage. Alors ça me fait penser un peu à la grotte dans laquelle Luke affronte sa peur de Vador. Et donc dans le monde entre les mondes, Anakin lui montre toutes les facettes de la Force, ses réussites, comme ses échecs. Du coup, Ahsoka affronte sa rancune envers Lord, et sa tristesse d'avoir quitté Anakin tout en recevant au final les leçons de sagesse qui lui manquaient pour devenir une Jedi accomplie. Et elle en ressort de cette rencontre en Jedi accomplie. Enfin, Ahsoka a terminé sa formation. Enfin, c'est une Jedi accomplie. Et ce qui est beau, c'est qu'elle ait pu la terminer avec son maître. Cela me permet de revenir un peu sur le monde entre les mondes. J'ai tellement vu de personnes espérer que la postlogie soit annulée via le monde entre les mondes. Mais déjà, ça n'arrivera jamais. Et en plus, le monde entre les mondes n'est pas un accès avec des univers parallèles. C'est un portail, on va dire, qui permet de voyager à travers la chronologie, et les interactions des personnages avec ce monde est au final voulu par la Force, comme lorsqu'Ezra sauve Ahsoka. Ça ne change pas du tout le cours des événements, vu que c'est la Force qui guide les êtres vivants à avoir des interactions. Par contre, la présence d'Anakin peut tout de même nous interroger sur son nouveau rôle dans la Force. Est-ce qu'il a pris la place du père qui devait lui être transmis durant la guerre des clones sur Mortis? Ou est-il juste présent pour Ahsoka? Est-il le gardien, comme j'ai pu le voir quelque part, même si je ne suis pas convaincu de cette théorie? En tout cas, moi je le verrais bien comme le nouveau père. Il est l'élu après tout, et de base c'était son destin. Et après cet événement, on sent qu'Ahsoka est sereine, et prête à transmettre son savoir aux autres à la manière d'un maître. On voit que sa relation s'améliore avec Sabine, et elle tend la main à Shinati à un moment. Bon, tendre la main à Shinati, ça m'a saoulé ce genre de scène, parce que c'est trop simple, et je trouve pas que ça collait avec l'évolution des personnages. En tout cas, moi je fais une petite mention à Anakin quand même. Le revoir et faire autant de clin d'œil à la prélogie, j'ai beaucoup aimé, parce que je suis très attaché à la prélogie. Et ça permet aussi de montrer encore plus le parcours d'Anakin, revenu au travers de la Force. Il est capable de montrer la lumière comme l'obscurité. C'est déjà mon personnage préféré depuis toujours, mais ça ne fait que confirmer à quel point il est incroyable. Et Hayden Christensen, toujours aussi fabuleux. Je suis vraiment heureux qu'il soit enfin avossuné par toute la communauté. D'ailleurs, je n'ai jamais compris tout le shitstorm qui s'était pris. Parce que pour moi, ça a toujours été un bon acteur, il a toujours hyper bien joué Anakin. Et vraiment, la haine des gens envers lui, je l'avais pas compris. Passons à Sabine. Alors, d'un côté, j'ai adoré l'actrice et son jeu. Mais de l'autre côté, j'ai détesté son personnage, honnêtement. Et la manière dont il était construit. Je crois même que, pour moi, c'est le pire personnage de la série. On est passé d'une Mandalorienne rebelle, talentueuse au combat, talentueuse à l'utilisation des blasters, et d'un coup, salut, je connais la Force. Alors quand j'ai vu ça, mais j'ai soufflé quoi. Ça m'a fait penser au jeu KOTOR 2 dans lequel tu pouvais transformer tes coéquipiers en Jedi. Alors vu que je sais que Dave Filoni, le scénariste, il connaît KOTOR, rappelez-vous de la scène du Dragon Crate dans la saison 1 de The Mandalorian, je crois. Ça m'étonnerait pas du tout qu'il ait repris un élément de KOTOR 2. Mais cette décision, mais que c'est nul quoi, mais que c'est nul. Genre pendant tout Rebelle, ni Kanan, ni Ezra, ni Ahsoka ressentent le peu de force dans Sabine, et d'un coup, allez je te forme. Non mais... Je sais vraiment pas pourquoi ils ont fait ça franchement. Alors qu'Ahsoka pouvait prendre Ezra comme apprenti pour prendre la suite de Kanan, ou bien Jason, le fils de Kanan, mais bon. Surtout que bon quoi, les Mandaloriens, ils sont rarement des individus sensibles à la force, alors quand ça arrive, comme c'était le cas de Tarvisla, le créateur du sabre noir, bah ils sont forts. Et d'ailleurs, je crois qu'à part Sabine, il n'y avait que Tarvisla d'ailleurs, donc avoir des Mandaloriens Jedi, c'est encore plus rare qu'avoir des Wookiees Jedi. Et en plus, elle échoue tout le temps quasiment. Ça va en devenir comique. Par exemple, quand Sabine combat les Night Troopers zombies, là. Si vous regardez comment elle parle et tire, c'est risible. Dans Star Wars, il n'y a pas que les sabres laser qui peuvent être utilisés comme épée, vous avez des vibrolames, etc. Vous n'allez pas me dire qu'elle n'en a jamais utilisé. Donc vraiment... Non, c'est nul. Alors après, il y a son premier combat contre Shinati que j'ai plutôt bien aimé, vu que c'était le combat entre deux apprentis. Le combat était, bon, certes un peu brouillon, mais qui montrait que la formation était loin d'être aboutie. Mais par contre, encore une fois, un sabre dans le ventre et tu survis? En fait, il n'y a que Qui-Gon pour mourir d'un sabre dans le ventre, visiblement. Pour la suite, c'était évident qu'elle allait donner la sphère à Baylan, tout comme elle allait réussir à pousser Ezra dans le Chimera, le vaisseau de Throne. Et j'ai l'impression qu'elle sert à terme de faire valoir à Ezra. Donc,
Non, enfin vraiment, j'ai vraiment pas aimé ce personnage. Pour moi, c'est un véritable gâchis. Bon. Ezra Bridger, alias Jésus. Ouais, je suis désolé, je trouve vraiment qu'il ressemble à Jésus dans cette série. Eh bien lui, c'est l'inverse de Sabine. J'ai adoré ce personnage. Alors déjà, comme je l'ai dit, toute sa personnalité est parfaitement respectée. J'avais vraiment en face de moi Ezra. Alors par contre, ma première réaction quand Sabine le retrouve. Ezra a l'air de vivre sa meilleure vie de gens de voyage avec les notices. Il a échoué à combattre Throne, comme il le dit plus tard dans la série, mais sinon, il avait l'air de s'être bien fait cette nouvelle vie. Je ne sais pas si c'est par renoncement ou essayer de voir le verre à moitié plein, mais en tout cas ça m'a bien fait rire. Le mec se fout complètement de son sort. Bon, sinon son évolution est vraiment cohérente. Il a essayé d'améliorer l'utilisation de la force, etc. Quand d'ailleurs on voit arrêter le sabre de Shinati, qui était très stylé d'ailleurs. Et j'ai aimé lorsqu'il a refait son sabre à l'image de son ancien maître Kanan Jarrus. Un bel hommage. Et surtout, c'est un respect de la tradition de Jedi. Il est bon de le souligner. À part ça, pas grand chose d'autre à dire sur le personnage. Il a réussi à rentrer chez lui comme je le pressentais pour rejoindre Hera. D'ailleurs, au passage, super la mission d'Ahsoka et Sabine. On doit empêcher Throne de revenir, mais faire revenir Ezra. Et au final, ils ont juste changé leur place. Bravo le veau. Peut-être que la prochaine mission, ça sera de faire l'inverse, de ramener Ahsoka et Sabine. Bon, pour Hera, c'est rapide. Elle est tellement en retrait par rapport aux autres personnages. Elle se démène pour faire bouger la Nouvelle République sans succès. Mais je pense que c'est voulu, parce que le fait qu'elle ne puisse pas faire grand-chose met vraiment en évidence que le régime est bloqué. Du coup, au final, au travers d'Hera, c'est l'échec de la Nouvelle République que l'on voit. Elle est témoin de la galaxie qui l'entoure, comme l'était Cassian Andor, rappelez-vous. On voit donc que la Nouvelle République, par nécessité, a embauché les anciens impériaux de l'administration, et ça explique que l'Empire continue à vivre malgré sa défaite. Et la faiblesse des politiciens est illustrée par le sénateur Amato Xiono, que tout le monde veut baffer, moi le premier d'ailleurs. Et d'ailleurs, ce personnage que l'on voit dans la série animée Résistance est d'autant plus détestable car il rejette tout ce qui fait Star Wars en fait. Quand il dit que le délire des baleines volantes, des Jedi, faux Jedi et de galaxies lointaines sont des idioties. C'est vraiment le mec déteste Star Wars. Du coup, j'ai vraiment aimé quand Chopper voulait lui refaire le portrait lorsqu'il a insulté les droïdes. Bon, Bayla Skoll et Shinati. Bon déjà, dès la première bande-annonce, j'ai tout de suite compris qu'ils allaient être de très bons personnages, et franchement, je n'ai pas été déçu. Alors Baylan est sûrement le personnage qui m'a le plus intrigué dans cette série. On ne sait que très peu de choses sur lui à part le fait qu'il était au temple lors de la purge Jedi, et qu'il sait qu'Anakin du coup est passé du côté obscur. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il a vécu cet événement comme l'aboutissement d'une déchéance des Jedi. Cela rajoute donc encore un Jedi qui a constaté que l'ordre Jedi était sur le déclin. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai fait une vidéo sur ce sujet. Au début, j'étais un peu saoulé parce qu'il déléguait tout le temps, mais j'ai vite compris que lorsqu'il intervenait, c'était pour gagner. Et surtout que finalement, son objectif était encore caché. Alors le combat contre Ahsoka, il était d'une puissance, il balance des coups hyper puissants, en cohérence avec son style de combat avec une épée à deux mains, et clairement Baylan est une ouverture vers quelque chose de plus grand. Au début, on peut penser qu'il veut juste faire revenir Throne pour ramener l'ordre et casser le cycle République-Empire qui existe depuis le Grand Schisme en soi. Mais lorsqu'à la fin, il est sur la statue des entités de la force de Mortis, là je me suis dit « Ah ouais, d'accord, c'est donc ça l'appel qu'il entend. » Et là je pars sur une théorie, mais je pense qu'elle est juste. Lorsqu'Anakin est allé sur Mortis, rappelez-vous dans Clone Wars, le père lui a proposé de prendre sa place pour gérer l'équilibre dans la force, car Anakin est l'élu. Or, Anakin refuse. Et là, on vit ce que la galaxie va vivre par la suite. La fille qui représente la lumière est tuée par le fils qui représente le côté obscur. Ce déséquilibre mène à la mort du père qui symbolise cet équilibre. Le fils est ensuite tué par Anakin qui doit ramener l'ordre. Or pour moi, les trois places qui représentent les facettes de la force ne peuvent pas être vacantes. Du coup, Ahsoka est selon moi la fille. D'ailleurs, on peut le voir dans la série Clone Wars, quand Anakin fait le lien entre la fille et Ahsoka pour que Ahsoka puisse revivre, pour moi c'est une transmission de rôle. Donc pour moi, Ahsoka est la fille. Anakin, maintenant qu'il a connu la lumière et l'obscurité et le père, et Baylan pourrait donc être le fils. Par contre, maintenant que Ray Stevenson nous a malheureusement quittés, je ne sais pas comment ils vont faire pour Baylan. Mais en tout cas, Baylan limite éclipse le fait que Throne serait l'antagonisme principal. Je pense qu'il y a quelque chose de plus gros qui arrive derrière. Bon, après, à voir ce que ça va donner, parce qu'il faut toujours recoller les wagons avec la postlogie, donc bon. Shinati, quant à elle, est devenue l'apprentie de Baylan bien après la chute des Jedi. Et leur relation est assez touchante. On sent que Baylan lui transmet sa sagesse et le fait que la lumière ou l'obscurité ne doit pas guider les Jedi.
Du coup, ce sont ni des Sith ni des Jedi, comme en témoigne d'ailleurs leur Crystal Kyber orangé. On sent tout de même que Shinati est en conflit en elle, et qu'elle ne sait pas encore quelle est sa place dans sa galaxie. Elle refuse la main tendue d'Ahsoka, mais avec tout de même un doute, je pense, parce qu'elle sent que son maître ne lui donne pas toute l'attention qu'Ahsoka, elle, donne à Ezra et Sabine. Et à la fin de la série, Shin va devenir, je pense, un chef de guerre de la tribu hostile envers les Notices. Par contre, je crois que ces scènes se passent pas mal de temps après le départ de Throne, parce que, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais Shin a les joues très creuses, elle semble avoir perdu pas mal de poids. Enfin bon, on va voir ce que ça va donner. Morgan Elsbeth accomplit son destin, donc, avec le retour des Sœurs de la Nuit sur Dathomir. Alors au début, je n'étais pas vraiment attaché au personnage, mais la fin de sa vie est très touchante. Pour rappel, les Sœurs de la Nuit de Dathomir ont été massacrées par le général Grievous durant la guerre des clones, et Morgan Elsbeth était la seule survivante. Elle devait donc être une simple apprentie qui n'a jamais pu être adoubée comme Sœur de la Nuit. Et ces événements lui permettent d'obtenir sa consécration. Elle devient Sœur de la Nuit et elle se sacrifie pour que Dathomir vive à nouveau. Je trouve ainsi son sacrifice très touchant, surtout lorsqu'elle dit les larmes aux yeux pour Dathomir. S'ensuit le combat entre Ahsoka et Morgan qui combat avec la lame de Mère Talzin, un très beau duel. C'est vraiment dans la lignée de ce que font Dave Filoni et Jon Favreau dans Star Wars, apporter de la nuance. Maintenant que l'on sait que Morgan a fait tout ça pour amener ses sœurs après le génocide de Dathomir, eh bien, comment peut-on la voir comme une méchante ? Et l'actrice a très bien retransmis cette émotion. Allez, maintenant passons au personnage clé de l'histoire, à mon personnage préféré avec Vador, à celui qui aurait pu amener l'Empire à des sommets inégalés. Oui, je suis parfaitement objectif. Parlons du Grand Amiral Thrawn. Bon, déjà il faut quand même que je le dise, mais quand dans la saison 2 de The Mandalorian, Ahsoka a prononcé « Où est le Grand Amiral Thrawn ?», j'ai fait une syncope. Enfin, mais enfin le Grand Amiral Thrawn refaisait parler de lui. J'avais tellement peur que ce personnage emblématique soit rangé de côté, que son retour a été une grande joie personnelle. Et la scène quand il arrive, acclamé par ses hommes avec en fond son prénom scandé, c'était parfait. Le Grand Amiral Thrawn reconnu par ses troupes, les Night Troopers, tel un général romain. Par contre sur Peridea, Thrawn a visiblement bien mangé étant donné son petit bidou. Mais bon, à cette date, Thrawn a entre 50 et 60 ans, donc on peut lui excuser l'âge. D'ailleurs, petite parenthèse pour ses soldats, les Night Troopers et son vaisseau sont couverts d'or. Alors c'est clairement une référence à l'art du kintsugi, je pense l'avoir bien prononcé, qui consiste à réparer ce qui a été brisé avec de l'or. Ce qui correspond aux dures épreuves qu'ils ont traversées. Et la série, de toute façon, a vraiment un style japonais, mais c'est normal pour Star Wars, que Star Wars s'inspire du Japon. Le personnage de Thrawn est très bien interprété, on retrouve sa stratégie, son intelligence, et encore une fois, tout son passé est respecté. Lorsqu'il veut tout savoir sur Ahsoka, j'attendais avec impatience qu'il lise le nom d'Anakin Skywalker, et franchement j'ai pas été déçu. L'expression faciale était parfaite, on sentait que Thrawn revivait les événements de Batuu, et qu'il apprenait énormément d'informations du coup. Mais par contre, la seule chose que Thrawn semble avoir perdue, et peut-être que c'est lié au fait qu'il ait appris qu'Anakin est le maître d'Ahsoka, c'est son calme olympien. On sent qu'il est stressé et légèrement mis au pied du mur. Il se pince les lèvres, il réfléchit vite et dans l'urgence. Et cette évolution est très intéressante et a été très bien jouée par Lars Mikkelsen. Mais on sent son soulagement quand même lorsqu'il rejoint Dathomir, avec son petit sourire d'ailleurs, bien qu'il ne sache pas qu'Ezra l'ait suivi. Par contre, j'ai hâte de voir la collaboration entre Thrawn et Gideon. Ou peut-être qu'une concurrence va se mettre en place. À voir. Je pense en tout cas que les nombreux sarcophages qu'il transporte sont ces hommes morts sur Peridea, et que les Sœurs de la Nuit vont réanimer comme elles l'ont fait sur Peridea. Ou peut-être que ces fameux soldats seront le patrimoine génétique de nouveaux clones grâce à la technologie qui a été sécurisée par Gideon. Donc voilà pour les personnages, et petite mention au gouverneur de Lothal Ryder Azadi. Il est présenté comme un héros rebelle, alors qu'en vérité il n'est qu'un profiteur qui a utilisé la rébellion pour combattre Arinda Pryce, à qui il avait spolié les biens de sa famille. Arinda Pryce aurait été une héroïne à qui Thrawn doit beaucoup de choses, et je vous en parlerai un jour dans une vidéo. Bon, pour ce qui est du lore, il est bien respecté, cohérent. On voit que la société a changé de régime, mais que beaucoup de personnes sont restées fidèles à l'Empire ou soit sont complètement indifférents, comme on avait pu le voir dans, je crois que c'était la saison 2 de The Mandalorian, quand, j'ai oublié son nom, mais quand il dit que la Nouvelle République et l'Empire, finalement, ce sont deux empires qui exploitent les gens. Et dans les séries, à part celle de Obi-Wan, évidemment, je déteste cette série, donc vous allez souvent entendre ma haine envers cette série. Voilà.
Eh ben, dans cette série-là, enfin dans les séries, on sent que l'univers Star Wars vit, qu'il a de la profondeur. Ce n'est pas que l'histoire des héros, mais c'est aussi l'histoire de tous, de chaque citoyen, de l'administration qui les gouverne. L'univers est palpable, on le ressent. Et ça, pour moi, c'est très important que le spectateur puisse ressentir et, limite, se sentir vivre dans cet univers. Le style originel de Star Wars est vraiment bien respecté, le premier épisode était vraiment du pur Star Wars à l'ancienne comme tout le monde aime. On ressent le lore de la prélogie, des séries, de la trilogie, tout se lie parfaitement. On est tellement loin du désastre d'Obi-Wan, encore une fois, je vous l'ai dit, et de la postlogie. La postlogie avait eu quand même le mérite d'avoir amené des beaux designs, mais bon, ça fait pas tout, hein. Enfin bref, visuellement la série Ahsoka, je la valide à 100%. On a également quelques éléments de lore intéressants. Déjà, on va dans une autre galaxie, une première, je crois, hein, quand même, mais surtout que les Sœurs de la Nuit sont originaires de cette galaxie et de Peridea. On a aussi les symboles sur les temples sur Peridea qui sont les mêmes que ceux que l'on voit dans le Jedi Fallen Order. Les Ephos seraient-ils originaires de cette galaxie également? Nous verrons. Bon, malgré certains défauts, la série Ahsoka est une bonne série, vraiment. Elle a certes un rôle introductif, mais tellement important. Le retour de Thrawn, l'aboutissement de la formation d'Ahsoka, Anakin qui vit fortement au travers de la Force et qui suit sa chipie de près. La série aurait peut-être mérité plus de profondeur ou amputée de quelques épisodes pour être plus dynamique, mais franchement, c'est une série que je regarderai de nouveau avec grand plaisir. Déjà, parce qu'il y a Thrawn. Personnellement, les œuvres de Jon Favreau et Dave Filoni sont pour moi un sans faute, et ils ont donné beaucoup de profondeur supplémentaire à Star Wars. Déjà que cette saga que je partage depuis mes 2 ans était déjà incroyable, et évidemment, ils ne font qu'humilier la postlogie et les personnages merdiques qui la composent. Alors normalement, il ne reste que la saison 4 de The Mandalorian et le film qui clôturera du coup tous les événements. Du coup, à mon avis, Thrawn ne mourra pas dans la saison 4 de The Mandalorian et on retrouvera tout le monde dans le film. Je pense que Baylan deviendra le fils, mais que va-t-il se passer, je ne saurais pas dire. Thrawn va recréer une armée, ça c'est sûr. Il s'alliera sûrement avec Gideon, mais bon, ils perdront forcément, mais cela permettra sûrement d'apporter encore plus de données sur l'avènement du Premier Ordre. Premier Ordre qui, je le rappelle, n'émergera que dans 25 ans encore. Ahsoka, Sabine, Baylan et Shin vont forcément trouver un moyen de se téléporter, ça ne fait aucun doute. Par contre, je suis sûr que Grogu, Jason, Sabine, Ezra, s'ils ne meurent pas, il faudra soit justifier leur absence dans l'apologie, soit les faire apparaître dans le film de Rey. Et je ne veux pas que ce film sorte. Bon voilà, c'était mon avis sur la série Ahsoka, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé également. Encore merci à tous ceux qui m'ont rejoint, je ne pensais pas que ma dernière vidéo ferait passer les compteurs de 15 à plus de 300 abonnés. C'est vraiment super, je suis ravi que mes vidéos vous plaisent et que j'ai su transmettre cet amour de Star Wars d'une manière narrative. Donc encore bienvenue à tous et j'espère que vous serez encore contents des prochaines vidéos qui sortiront. Voilà, à bientôt et n'oubliez pas que la force soit avec vous.